un bidule dans tous les téléphones cellulaires du monde, tu sais, une affaire qui avait été inventée à l'Université de Sherbrooke. Je sais même pas si c'est une légende urbaine ou si c'est vrai. Ah non, 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 c'est pas une légende urbaine, donc ça, je le connais bien à raison du fait que j'ai passé bien du temps là-bas. Mais ce type de collaboration-là est très forte aussi, puis je te dirais que c'est à l'image de la collaboration qu'on a entre toutes les institutions d'enseignement supérieur. Et vraiment unique à Sherbrooke aussi, c'est que c'est une des très rares villes où est-ce que quelqu'un qui arrive ici peut faire éduquer ses enfants en anglais et en français, du préscolaire jusqu'à l'universitaire. Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau balado de la mairesse de Sherbrooke, moi-même, Évelyne Baudin. Aujourd'hui, pour le concept, on a décidé d'inviter le principal de l'Université Bishop, Sébastien Lebel-Grenier, et on va s'entretenir ensemble de Sherbrooke, ville étudiante, parce que le but du balado, c'est de trouver ensemble qu'est-ce qui fait que Sherbrooke est une ville aussi extraordinaire, aussi exceptionnelle, aussi unique. Donc, bienvenue, Sébastien, à ce balado. Pas trop stressé? Ben, un petit peu quand même. Là. Je comprends qu'on lance un nouveau concept, une nouvelle série, mais blague à part, merci beaucoup de m'inviter. C'est vraiment un plaisir d'être ici avec toi. Ben, ça fait plaisir. Donc, commençons par parler un peu de Sherbrooke, ville étudiante. On est un peu la ville étudiante par excellence. Moi, j'ai envie de dire la ville étudiante par excellence au Québec, au Canada et dans le monde, parce qu'on a un super haut ratio de population étudiante par rapport à la population en général. On a regardé les chiffres, puis on est presque à une personne sur quatre dans notre population qui étudie dans une de nos institutions d'enseignement supérieur. Puis d'ailleurs, on a 3 cégeps, 2 universités. On a le cégep Champlain, qui est anglophone, le cégep de Sherbrooke, qui est le plus gros cégep hors région Québec-Montréal. Puis on a aussi le cégep du séminaire de Sherbrooke, qui est un cégep privé. Puis au niveau des universités, il y a l'Université de Sherbrooke et l'Université Bishop. Toi, tu as un parcours particulier qui d'ailleurs passe à la fois par l'Université de Sherbrooke et l'Université Bishop. Parle-nous un peu, là, qui est Sébastien Lebel-Grenier? C'est quoi ton parcours? Oh mon Dieu! Premièrement, je viens pas d'ici. Et puis, ça, c'est un élément important. Donc, moi, je suis un Sherbrookois d'adoption. Et c'est vraiment un choix délibéré de venir m'installer dans la région ici. Puis, j'ai jamais regretté ce choix-là, notamment parce que Sherbrooke est assez unique à titre de ville étudiante, de ville de l'enseignement supérieur. C'est assez remarquable. Je suis certain qu'on va y revenir tout à l'heure. Mais pour ma part, j'ai habité un peu partout, hein. Donc, je viens de la Manicouagan, j'ai habité sur la rive sud de Montréal, à Montréal, j'ai habité à Ottawa, j'ai habité en France et Hmm. éventuellement à Sherbrooke, mais maintenant, ça fait plus de la moitié de ma vie que j'habite à Sherbrooke. Donc, c'est vraiment mon port d'attache, puis je me considère Sherbrookois. OK. Mais là, tu dis que tu as étudié à l'Université d'Ottawa. Oui. Qu'est-ce qui t'avait fait choisir l'Université d'Ottawa? Pourquoi tu n'avais pas choisi de venir étudier à Sherbrooke? L'avais-tu même considéré à l'époque? Ah, écoute, c'est une drôle d'histoire, hein. Moi, j'ai fait ma formation, mes études supérieures en droit. Donc, je suis juriste par formation. J'ai été professeur de droit toute ma carrière. Et puis, je suis arrivé au droit tout à fait par hasard. Et puis ça, c'est peut-être un message aussi pour ceux qui vont nous écouter. Des fois, le hasard fait fait les succès, fait les opportunités. Donc, moi, je voulais devenir architecte. Ah Ça n'a pas ouais? fonctionné en architecture, mais il y a toujours ce deuxième choix quand on porte notre candidature dans Ouais. différentes universités. Et finalement, je me suis retrouvé en droit et puis ça a été extraordinaire. J'ai eu la piqûre, je suis tombé en amour avec le secteur. Ensuite, je suis tombé en amour avec l'idée de devenir professeur dans une université. Puis j'ai eu une carrière qui a été assez exceptionnelle avec plein d'opportunités, puis des gens qui ont cru en moi, qui m'ont appuyé. Et j'ai fait la majorité de ma carrière à l'Université de Sherbrooke. Donc, je connais bien le milieu de l'Université de Sherbrooke. Depuis 2 ans maintenant, je suis principal ou recteur de l'Université Bishops. Et donc, un milieu que je connaissais bien par ailleurs parce que, avec ma famille, on habite dans l'arrondissement de Lennoxville. En Ben fait, oui. depuis avant que ce soit un arrondissement, depuis près de 30 ans. Ah ouais, donc tu étais résident de la ville de Lennoxville, là, à Oui, l'époque. oui, Donc, quand tu enseignais à l'Université de Sherbrooke, tu habitais à Lennoxville, dans la ville de Lennoxville. exactement, OK. exactement. Et puis, c'est un milieu, peut-être pour parler un peu de qu'est-ce qui fait que Sherbrooke est extraordinaire, c'est un milieu où les différentes communautés travaillent ensemble, cohabitent
et sont plus fortes parce qu'elles sont ensemble. Lennoxville, c'est le milieu qui traditionnellement est anglophone dans notre belle Mhm. municipalité. Mais c'est un lieu où vraiment c'est très, très fluide. Les communautés travaillent ensemble puis se renforcent vraiment par leur présence mutuelle. Donc moi, c'est quelque chose qui m'avait attiré dans la région et ça demeure une force incroyable pour la ville de Sherbrooke. Fait que à Sherbrooke, c'est tout le temps à Lennoxville que tu as habité? Presque tout le temps, en fait, OK. moi, la personne qui m'a introduite à la ville de Sherbrooke, c'est mon épouse, OK. je suis vraiment, vraiment très choyé. Donc, elle, c'est une petite fille de Sherbrooke. Donc, OK, elle est OK. née ici, elle a grandi ici. Elle est allée à l'université de Sherbrooke. C'est elle qui m'a introduit à l'université de OK. Sherbrooke, et qui m'a fait connaître toute la richesse de la région. Ah, c'est bien. Donc là, tu arrives de Manicouagan, t'étudies à l'Université d'Ottawa. Après ça, tu tombes en amour avec le droit, tu deviens prof à l'Université de Sherbrooke. Puis, mais mettons qu'on reste, moi, je suis curieuse là, sur la période Université d'Ottawa. Là. Il était comment, là, Sébastien Le Belgrenier, quand il était étudiant? Il était plus de type premier de classe ou il était du type aller dans les 5 à 7? T'as-tu bien profité là, de ta période J'ai bien profité. Je étudiante? pense que j'ai vraiment bien profité. Je me suis impliqué dans la communauté quand j'étais là-bas. J'ai travaillé aussi, ce qui est une bonne chose parce que tu apprends à connaître des gens à travers le travail. Il fallait que je paye mes études, donc j'ai travaillé. C'est plus Euh, cher? Ça doit être plus cher, oui, oui, l'Université oui, d'Ottawa que... ça revenait plus cher. Donc c'est un défi, mais bon, auquel j'ai pu faire face. Euh, puis j'étais un petit peu anxieux. Je savais pas si j'allais je suis arrivé au droit par hasard, hein, donc je savais pas si j'allais, aimer ça et 2 si j'allais bien réussir. Finalement, ça a très bien été et puis, j'ai vraiment eu la piqûre comme tu le disais. Donc oui, j'ai vraiment profité. J'en ai profité aussi pour le côté social. J'ai toujours dit à mes étudiants que c'est important d'avoir un équilibre dans la vie, de travailler fort, mais également d'avoir un réseau social, d'en profiter, Ouais. puis de sortir aussi. Ça fait partie de la vie universitaire. Donc oui, j'en ai bien profité. OK, ben tant mieux. Et donc, tu arrives à Sherbrooke, tu deviens prof et tu deviens principal. Y a-t-il une différence entre un principal puis un recteur? Ça fait quoi dans la vie, un principal, là, à part comme faire des balados comme ça avec la mairesse? Oui, c'est ça. Ça, c'est pas mon quotidien, Non, comme tu le ça? sais, mais c'est vraiment une belle opportunité. Ben, principal, premièrement, c'est parce que à Bishops repose sur en fait, bénéficie d'un héritage historique qui est extrêmement riche. L'université existe depuis plus de 181 années. Là, on va être à 182 bientôt. Et historiquement, le chef d'établissement, la chef d'établissement, c'est le principal ou la principale. Donc, c'est mon titre officiel, c'est le titre qu'on utilise depuis les tout débuts. Mais c'est la même chose, hein, c'est recteur. Puis dans certaines autres universités ailleurs au Canada, on parle souvent de president, donc de Oh! président de l'université. Essentiellement, c'est le chef d'établissement, donc le CEO en anglais, la Mmh. personne qui a la responsabilité ultime, qui est responsable devant le conseil d'administration pour la gestion de l'université. Donc, moi, je suis un peu un chef d'orchestre. Je dirige une équipe qui est assez extraordinaire, qui a des responsabilités dans différents secteurs. Mais mon rôle, c'est vraiment de tout amener ça ensemble, de s'assurer que on livre la marchandise au niveau académique, au niveau des services aux étudiants, au niveau des services plus larges à la population, mais aussi qu'on gère tous les aspects administratifs que ça prend pour avoir une université. Ça nous prend un bureau du registraire, ça nous prend des personnes qui font fonctionner les finances, des gens qui s'occupent des bâtiments. Il faut gérer nos projets de construction. Il faut qu'on offre des services des équipes athlétiques, par exemple. Donc, il y a vraiment tout un ensemble de tâches pour la gestion de l'université. Puis au-delà de ça, ben, j'ai un rôle externe qui est très important. Donc, toutes les Porte-parole un peu, porte-paroles, toutes les relations gouvernementales, c'est un domaine qui est extrêmement important. Puis dans le les contexte relations, même avec la ville, en fait, là? Ouais. ben oui, tout à fait. Donc, on se considère comme étant partie prenante de notre milieu. Puis ça, ben, ça va avec des collaborations, puis je dirais même plus que ça, là. Donc, une complicité qui se développe, certainement qu'on a réussi à développer, puis qui est importante, parce on existe dans notre milieu, puis on veut que le milieu en bénéficie de ça. Donc, on veut Mmh. vraiment avoir un impact positif.
ça rejoint beaucoup ton rôle comme mairesse. Ouais, ben, puis je t'écoute parler, tu sais, du fait que tu diriges, une grande organisation, qui a plusieurs équipes, qui s'occupent de toutes sortes de choses. Donc on fait pas juste s'occuper d'embaucher des profs qui donnent des cours, hein. Il faut Non, aussi s'occuper de choses comme, les équipes sportives, les bâtiments. Donc il y a plein de toutes autres tâches connexes, là, qui viennent avec le fait que, bon, ben, c'est la dernière personne, c'est, qui de est la imputable. chaîne, là. C'est Ouais. ça. Puis, là, on parle de l'Université Bishop, mais mettons qu'il y a des gens qui nous écoutent, là, qui ont jamais entendu parler de l'Université Bishop, là, puis que là, ils apprennent, là, que ça va bientôt faire, 182 ans qu'elle existe, cette université-là. Tu peux-tu nous en parler un peu plus, là? Comment faire comprendre c'est quoi cette bébite-là? Parce que moi, je considère que c'est une bébite, là. C'est vraiment Ouais, unique, là, ouais. l'Université Bishop. Même à l'intérieur du réseau étudiant local, Bishop, c'est vraiment quelque chose de particulier. Mais comment qu'on on fait comprendre ça à quelqu'un qui a aucune idée c'est quoi l'Université Bishop? Comment tu l'expliquerais dans des mots assez simples, là? Ben, je te dirais, premièrement, puis pour les gens de Sherbrooke, c'est vraiment une invitation. Venez sur le campus. Venez voir, ça a l'air de quoi, Bishops. Donc, vous allez. Souvent, on nous dit, hey, ça ressemble un peu à Oxford. Des fois, on nous dit aussi, ça ressemble à Hogwarts. OK. Pour les adeptes de Harry Potter. Ouais, ouais, Poudlard. Oui, c'est ça, exactement. Mais ce qui rend l'université, ben, il y a plusieurs caractéristiques qui rendent l'université Bishops unique. Bon, premièrement, c'est une université qui enseigne en vaste majorité en anglais, donc une université anglophone, mais avec un campus bilingue. Donc, quand vous venez, puis à titre d'exemple, moi, je suis chef d'établissement, ben, je suis un francophone. Et puis, Ouais. c'est à l'image de notre université où est-ce qu'on a des francophones et des anglophones qui travaillent ensemble. Mais tu vois, je savais pas qu'il y avait de l'enseignement en français. Parce que là, tu as dit vaste majorité. Ouais, ouais. C'est-tu de l'enseignement du français, justement, Oui, c'est vraiment principalement? au niveau des langues. Donc, OK. on a des cours de français. Puis d'ailleurs, ça, c'est un élément important pour nous. On veut vraiment donner l'opportunité à tous nos étudiants qui ne possèdent pas le français, soit d'améliorer leur niveau de français ou d'acquérir des connaissances en français. Puis on vise particulièrement nos étudiants qui viennent de l'extérieur du Québec. C'est extraordinaire. C'est des gens qui viennent chez nous, qui passent 2, 3, 4, 5 ans des fois à l'université, qui apprennent à connaître la région, qui apprennent à connaître le Québec, qui vont apprendre du français. Puis il y en a qui restent, il y en a qui... beaucoup d'histoires d'amour à Bishop, des gens qui sont restés Ouais. par amour dans la région, mais aussi des gens qui vont retourner chez eux, qui vont devenir des ambassadeurs pour nous, qui vont vraiment mieux comprendre c'est quoi notre identité, qu'est-ce qui est particulier de nous. Mais moi, c'est ça, c'est ça que j'essaye de comprendre, puis pour pouvoir l'expliquer aux gens. Ouais, Je pense que c'est ce qui rend l'Université de Bishop aussi unique, c'est ce sentiment d'appartenance-là. ouais, Les gens, ils viennent à l'Université Bishop, puis après ça, on dirait qu'ils acquittent jamais, là, tu sais, ils ouais, traînent l'Université Bishop avec eux à l'intérieur de leur identité pour toute leur vie. Puis tu as parlé un peu du campus, tu as fait un parallèle, mettons, avec Poudlard, puis comment que on comprend que c'est des magnifiques bâtiments patrimoniaux parce que à date quand même d'il y a ouais. longtemps, l'université. Il y a quelque chose qui se passe, mais pourquoi les gens tombent en amour de même avec l'Université Bishop? Ben, Est-ce que c'est écoute, la taille? Est-ce que c'est la beauté des lieux? c'est plusieurs facteurs. Fait que je vais souligner les plus importants, mais ce qu'on dit souvent, c'est que quand tu es venu à Bishop, you bleed purple, donc ton sang devient mauve. Ouais. Mauve étant la couleur de l'université, là, mais donc c'est métaphorique, mais c'est vrai. Les gens demeurent extrêmement attachés. Pourquoi? On est petit, tu as raison. Donc ça, c'est important. C'est Les quoi gens la se connaissent. taille? On est 2600 étudiants environ, donc tout le monde finit par se connaître. Deuxièmement, d'un point de vue académique, c'est pas comme dans les universités francophones au Québec, par exemple, où tu rentres dans un programme qui est dans une faculté, puis tu vas connaître ta faculté, mais tu connaîtras Ouais, peu c'est à ça. l'extérieur. Nous, nos étudiants sont activement encouragés à faire des majeurs, des mineurs, donc des portions de baccalauréat Mmh. dans différentes facultés. Donc, ils sont mobiles, puis ils vont d'une faculté à une autre, ils apprennent à connaître des étudiants qui ne sont pas dans leur programme principal. Troisièmement, la vaste majorité de nos étudiants habitent en résidence sur le campus en Ah première ouais. année. Ah Donc, ouais. tu arrives à Bishop, tu es en résidence, tu es à côté des gens qui ont des intérêts différents, qui ont une histoire de vie différente. Puis là, dès le jour 1, tu fais ces contacts-là, tu loues ces relations-là. Je dirais la quatrième recette, c'est qu'il y a toujours des activités, puis on encourage vraiment nos étudiants à s'impliquer dans la communauté. Donc, que ce soit à travers les équipes athlétiques, mais que ce soit à travers le gouvernement étudiant, que ce soit tous les clubs. Il y a toujours quelque chose qui se passe sur le campus.
Donc, il y a une communauté tissée incroyablement serrée qui se crée. Et puis, au niveau des valeurs, ce qui est au cœur de notre identité, c'est la coopération, le respect, l'inclusion. Fait que tu viens à Bishop, tu es accueilli, tu es intégré, tu vas rencontrer des gens, puis ça va devenir des amitiés pour la vie. Fait que ça, c'est vraiment assez unique comme contexte. C'est unique au Québec, puis je crois que c'est la raison pour laquelle on a ce sentiment d'appartenance. Puis c'est considéré comme une université de premier cycle, je pense, mais vous avez quand même quelques possibilités de Oui, cycle supérieur, mais ça aussi, ça doit donner une dynamique particulière, le fait que ah, c'est c'est surtout sûr. du premier cycle, là. C'est sûr. Donc, en proportion, on a beaucoup plus de premiers cycles que les autres universités. Puis, traditionnellement, on s'est considéré comme une université qui est de façon prédominante au premier cycle. Cela étant dit, on a des programmes de cycle supérieur qui sont très riches. On a des programmes de recherche où est-ce qu'on est leader à l'échelle internationale dans plein de domaines, là, mais notamment en astrophysique. Les gens sont toujours un peu surpris d'apprendre ça. On a OK. vraiment parmi les meilleurs chercheurs au monde. On a des projets qui ont une portée nationale vraiment importante. E-TIC, qui est un programme qui est parti d'une professeure de chez nous où est-ce qu'on identifie les tics et puis c'est une plateforme qui est utilisée à la grandeur du Canada. Donc, beaucoup de recherches de pointe qui se passent aussi, mais au niveau de l'enseignement, la vaste majorité est au premier cycle. Ouais, donc ça donne quand même. Parce que, tu sais, souvent, tu rentres à l'université, justement, tu es dans une faculté quasiment avant d'être dans une université. Puis après ça, ben, tu as le premier cycle. Après ça, avec tes amis, ben, il y en a plusieurs qui passent au deuxième cycle. Puis après ça, il y en a une couple d'un peu fou qui se rendent au troisième cycle. Oui. Fait qu'on voit que ça crée une ambiance particulière. Puis effectivement, tu sais, tu as parlé là, que t'as comme du sang mauve après ça, tu sais, qui coule dans tes veines. J'imagine que même, vu que t'as pas étudié là, mais tu dois l'avoir quand même, ce sang-là Oh, qui coule dans tes veines. moi, j'avais pas le choix. Premièrement, j'ai marié une diplômée, donc là, t'as pas le Ah ouais. choix, là, ça vient avec. Mais mis à part ça, quand je suis arrivé comme principal à l'université, moi, ça fait 2 ans, hein, et puis j'ai reçu un accueil extraordinaire de la communauté. Puis c'est clair que tout de suite, il y a un sentiment d'appartenance, il y a vraiment euh, il y a une mission particulière, il y a vraiment un niveau d'engagement qui est assez fantastique. Mmh. Puis, on l'a mentionné, mais rapidement, il y a beaucoup d'étudiants qui viennent la majorité des étudiants viennent de l'extérieur du Québec? La majorité ou Non, il y a OK, c'est quoi les chiffres, mettons, à peu près, là, tu sais? Parce ouais, que moi, j'ai lu quelque chose, là, ça disait comme toutes les provinces canadiennes sont représentées. Il y a comme plus de 50 pays, ouais. qui sont représentés à l'université, je sais pas, là. Ça ressemble à quoi, à peu près, Mais tout pour ça, comprendre la population de l'Université Bishop, là? ouais, tout ça est exact, mais ce qui est important de comprendre, c'est que près de 60 de nos étudiants, environ 60 sont québécois. OK. Donc, et parmi ceux-là, on a à peu près en égale proportion, là, grosso modo, francophones, anglophones. Fait que ça, c'est intéressant aussi. OK. Il y a vraiment une mixité sur le campus. On a aux alentours de 25, un peu plus de 25 qui viennent du reste du Canada. Et puis là, oui, en effet, tout le Canada est représenté dans toute sa diversité. Donc ça, c'est vraiment, vraiment intéressant. Les gens se rejoignent à Bishop sur le campus. Puis, on a, traditionnellement, on avait jusqu'à 15 d'étudiants internationaux. Là, je te cacherai pas qu'on a un contexte politique Ouais. qui est complexe, où il y a eu beaucoup de restrictions qui ont été mises sur la capacité de recevoir des étudiants internationaux. Ça Et ressemble à quoi les restrictions pour que les gens comprennent, là? Tu oui, sais, c'est quoi qu'ils ont fait, là, les tu sais, c'est plus complexe quand même que juste que les gens ont pas le droit de venir étudier ici, là. Fait que ouais. juste, mettons qu'on essaie de vulgariser les principaux gestes qui ont été posés dans les dernières années, qui ont eu un impact, là, au niveau du recrutement. Ben, essentiellement, il y a eu des mesures fédérales et des mesures provinciales au Québec. Donc, il y a des 2 paliers de gouvernement où est-ce qu'on a établi, grosso modo, des quotas. Donc, un nombre maximum d'étudiants qui pouvaient venir dans les institutions d'enseignement supérieur. Là, il inclut OK. les universités. Et ça, c'est une chose. Les quotas ont été réduits par rapport au niveau d'étudiants qu'on avait dans le passé. Donc, ça l'a Il y avait forcément limité. donc il y avait déjà des quotas, puis ils les ont réduits? Non, non, il n'y Non, avait ils pas en de ont quotas, mais instauré. c'est ça, ils en ont instauré, mais ils sont basés sur les chiffres qu'on avait en termes de fréquentation des étudiants internationaux chez nous. Donc, par exemple, au Canada, il y avait tant de centaines de milliers d'étudiants dans les universités. Ben là, on a dit dorénavant, le chiffre, ça va être ça, on va plafonner. On va pas Ouais. laisser ça ouvert. Moi, une des questions que je me suis souvent fait poser par rapport à ça, là, c'est pourquoi le gouvernement a fait ça? Puis je sais que tu n'es pas le gouvernement, mais pourquoi le gouvernement, ils ont-tu tu sais, c'est quoi les raisons qu'ils ont données? Parce que
Ça m'apparaît tellement illogique, je comprends pas pourquoi un Ouais. gouvernement ferait ça. Ben, écoute, je me pose la même question très, très souvent. Je peux te Ça dire va pas. les arguments qui nous ont été servis. Moi, ce qu'on me dit, c'est ben, les étudiants internationaux affectent le marché du logement, des logements locatifs. Donc, ça crée une pénurie de logements. On me dit les services sociaux sont débordés, etc. Ben, honnêtement, ça ne s'applique pas à notre situation. Nous, à Bishop, Ouais, on a c'est ça. toujours eu des étudiants internationaux. On les a toujours soit reçus sur le campus dans nos résidences ou ils ont été intégrés dans les appartements à proximité de l'université. On a un marché qui est équilibré chez nous, donc il ne cause pas une pression additionnelle sur le marché locatif. Puis sur les services sociaux, écoute, les étudiants Ouais, non. internationaux sont jeunes, sont en santé, sont pleins de volonté. C'est des gens qui veulent s'investir dans notre société. Plusieurs veulent demeurer ici. Puis de façon importante, c'est les étudiants qui, puis ça c'est le cas pour toutes les universités au Québec, là, qui font vivre des programmes puis des laboratoires. Par exemple, en informatique, malheureusement, il n'y a pas suffisamment de Québécois qui s'inscrivent dans OK. ces programmes-là. On a une pénurie quand même très significative. C'est un exemple parmi d'autres. On a une pénurie sur le marché du travail. Bien, il y a des étudiants internationaux qui viennent dans ces domaines-là, qui nous permettent d'offrir les programmes dont les Québécois bénéficient. Mais aussi, ça nous permet de faire fonctionner des laboratoires. Il y a beaucoup de laboratoires de pointe au Québec qui, sans étudiants internationaux, devraient fermer. Mmh. Ça, c'est du talent qu'on amène ici, puis c'est des gens qui nous permettent de demeurer compétitifs puis pertinents à l'échelle internationale. Parce que j'imagine que veut pas, vous êtes un peu en compétition. Tu sais, je veux dire, les cerveaux dans le monde Ah bah entier, oui, tu sais, les universités sont un peu en compétition là, pour aller les chercher. Là. Donc, j'ai l'impression dans tes explications que c'est comme si les gouvernements avaient voulu s'attaquer à l'immigration, mais puis qui ont un peu pas fait la différence, tu sais, par rapport aux étudiants, puis par rapport aux autres personnes. Puis c'est comme si on traitait de la même façon les personnes qui arrivent au Québec par le chemin Roxham ou par l'Université Bishop, là, tu sais, parce c'est que ça. ça a un impact quand même différent là, sur notre Ben, société. Là. c'est exactement ça. Puis je te dirais que c'est frustrant, non seulement là, dans une période de guerre commerciale où on se rend compte qu'il faut diversifier Ben ouais. nos partenaires à l'extérieur, ben, les étudiants internationaux, il y en a qui viennent puis qui restent, puis c'est du talent puis de l'innovation qui reste chez nous, puis on en bénéficie comme société. Mais ceux qui retournent, ça devient des ambassadeurs. C'est quand même assez exceptionnel. Puis en plus de ça, ceux qui viennent paient non seulement l'ensemble des coûts de leurs études, mais en plus investissent dans notre société. Ils paient des logements, ils se nourrissent comme n'importe qui d'autre, ils vont au cinéma. Donc, c'est des citoyens actifs et ça, c'est de l'argent qui vient de l'extérieur. Donc, c'est de l'argent qui est pas là pour l'ensemble de la société québécoise, mais de façon plus importante, c'est du talent dont on se prive. Ben ouais. Et tu as raison, on a mis dans le même panier toutes les catégories de résidents temporaires, là, c'est les Mhm. termes techniques qu'on utilise. Ben, les étudiants internationaux, c'est une catégorie à part, puis on s'appauvrit collectivement lorsqu'on les repousse à l'extérieur. Puis là, on le remarque, là, l'impact, vous le sentez là, en ce moment, là, au moment où on se parle, on le C'est sent. énorme. Je compilais des statistiques là, ce matin avec les derniers chiffres qu'on a. Les chiffres pour l'an prochain sont à moins 48 pour les demandes d'admission pour les étudiants internationaux. Et on est représentatif de l'ensemble du Québec. L'ensemble des OK, universités, là, fait que c'est c'est à pas peu juste près à Bishop, là, c'est c'est partout. C'est partout. Puis je te dirais que ça. En fait, le Québec puis le Canada, c'était des endroits de choix pour venir faire des études supérieures dans le passé. On était vu comme mmh, accueillant, bienveillant, donc un lieu extraordinaire pour aller, ce qu'on prétend être. oui. On aime à penser qu'on l'est, mais tout le discours négatif qui a été propagé a eu des répercussions à l'international. Les gens qui considèrent venir étudier chez nous ont entendu ce discours des gouvernements, Mmh. ce qui fait en sorte qu'on est devenu beaucoup, beaucoup moins attractif. Donc là, la coupe, la chute dans le nombre de demandes d'admission, ça dépasse largement la chute dans les quotas qu'on nous a accordés. Donc, OK, fait que finalement, ils ont imposé des quotas pour limiter, mais ce qui a fait diminuer le nombre d'étudiants internationaux, c'est pas nécessairement les quotas, le plafond, c'est vraiment plutôt la réputation. c'est ça. C'est quasiment pire. C'est C'est pire. comme C'est pire parce que ça, c'est quelque chose qui va nous suivre pendant de ben nombreuses ouais. années.
C'est beaucoup plus facile de perdre une réputation que de bâtir une Ah réputation. ouais, c'est clair. Donc, c'est Ça, inquiétant. en politique, on dit souvent ça, là, comme tu Ouais, peux ouais. bâtir ta réputation pendant 5 ans puis la perdre en 5 minutes sans problème. Malheureusement, c'est ça qui se passe. À Sherbrooke, souvent, je dis que nos institutions d'enseignement, c'est un peu notre première industrie, là, tu sais, l'industrie qui a la plus grande importance. Ouais. Ça fait tout le temps un peu réagir parce que tu sais, c'est pas une industrie, là, c'est pas on n'est pas dans le domaine industriel, mais ça reste que les premiers employeurs, c'est genre le CIUS puis l'Université de Sherbrooke. Le CIUS étant un institut universitaire. Donc, on voit l'importance que ça a pour le développement économique. Pas juste pour le développement de la connaissance, pour la beauté de développer de la connaissance, mais pour le développement ici local, c'est majeur. Parle-nous un peu de comment tu le perçois, ça, cette importance-là qu'on a, les institutions d'enseignement dans une communauté comme Sherbrooke. On a tendance à pas voir les avantages qu'on a lorsqu'on habite quelque part, hein. Mm. Donc, mais il faut que tout le monde réalise que Sherbrooke est dans une position qui est vraiment assez unique. On a, on parle de l'industrie du savoir, là, ben, c'est un peu ça, les universités. C'est on a un vivier extraordinaire pour la recherche, mais pour la formation, on forme des gens qui vont être de haut niveau, qui vont pouvoir répondre aux enjeux de notre société. Ça, c'est une richesse extraordinaire parce que après ça, ça bénéficie à l'ensemble de la communauté. Donc, beaucoup de gens viennent à Sherbrooke, viennent de l'extérieur, apprennent à connaître notre région, vont rechercher des opportunités d'emploi par la suite. Donc, ça va aider nos entreprises pour être au devant. Au-delà de ça aussi, ce qui est important, c'est que les universités, souvent, vont faire ce qu'on appelle des spin-offs, là, donc des entreprises dérivées qui vont être créées à même la recherche qui a été menée Ouais. dans les universités. Ben ça permet la création d'entreprises de pointe avec des bons salaires, avec des opportunités qui nous rendent compétitifs au niveau international. On a-tu des exemples, là, tu sais, des choses uniques qui viennent de notre monde de l'enseignement? Tu sais, moi, j'avais entendu parler qu'il y avait un bidule dans tous les téléphones cellulaires du monde, tu sais, une affaire qui avait été inventée à l'Université de Sherbrooke. Je sais même pas si c'est une légende urbaine ou si c'est vrai, Ah non, hein. non, non, c'est pas une légende urbaine. Donc ça, je le connais bien en raison du fait que j'ai passé bien du temps là-bas. Mais dans l'ensemble des cellulaires, les logiciels, les algorithmes de compression de la voix, ça a été développé à Sherbrooke. Donc quand Mmh. l'industrie du cellulaire s'est développée, et puis dans l'ensemble des cellulaires au monde, il y a encore du code qui vient de l'Université de Sherbrooke. Ça a été très utile. Ça a créé des entreprises dérivées. À cette époque-là, c'était VoiceAge, si je me trompe pas, qui est une entreprise qui a joué un rôle très, très important, qui a amené de l'argent dans la région. Donc ça, c'est un exemple, mais il y a plein, plein d'autres exemples là, d'entreprises. Puis plein d'exemples d'opportunités de recruter des employés de grande qualité dans les entreprises de la région. Des stagiaires aussi. Ah Les ouais. stagiaires, c'est une grande richesse là, parce que ça contribue à la formation des étudiants. Mais pour les entreprises, ben, ils vont chercher de l'expertise, puis c'est À comme beaucoup. à beaucoup. Mais Puis quand c'est même, une ils sont en entrevue. apprentissage, c'est normal aussi, là. Oui, puis c'est une entrevue de souvent 3 4 mois où est-ce qu'ils peuvent voir, hey, cette personne-là, elle a Ah vraiment du ouais, ben talent, oui. puis on veut la garder après, quand elle Voir aura s'il y a terminé. un bon match là, entre Oui, l'entreprise puis la ouais. personne, hein. Fait que ça, c'est une richesse quand même assez unique, là, puis ça permet à une grande ville en région Ouais, de pouvoir être un pôle d'attraction, puis pas ben d'avoir oui, besoin de se battre contre Montréal c'est clair. à armes inégales. Là, on a vraiment un actif ici. Ouais, ouais, ouais. Donc, c'est une grande richesse pour la région. Moi, je le dis souvent, tu sais, avec mes collègues maires et mairesses au Québec, tout le monde en ce moment, vu qu'on est en pénurie de main-d'œuvre, est en mode attraction. Ouais. Il faut attirer le monde dans notre région. Puis, on est là-dedans nous aussi à Sherbrooke, mais nos institutions d'enseignement, vous faites pas mal le travail pour nous, là. Tu sais, nous, à l'hôtel de ville, on n'a pas besoin de faire tant d'efforts que ça en attraction parce que, tu sais, moi, j'ai enseigné au cégep de Matane, puis j'ai enseigné avec du monde qui avait étudié à l'université de Sherbrooke, mettons, là. Ouais. Puis ça, on le voit partout, là. Tu sais, partout où on se promène, on croise des gens qui sont passés par Sherbrooke. Fait que moi, je dis souvent que notre défi, c'est la rétention Oui. plutôt que l'attraction. On a un défi d'attraction, on en a parlé notamment au niveau des étudiants internationaux, ça va toujours être là. Mais notre vrai défi pour moi, c'est la rétention. Fait que comment tu dirais, tu sais, on a dit que ce qui fait que Sherbrooke est la ville étudiante par excellence, c'est beaucoup le fait qu'on a beaucoup d'étudiants,
dans une population qui est pas si grande que ça. Mais qu'est-ce que ça amène de si unique? Tu sais, est-ce que le fait qu'on ait, tu sais, il y en a d'autres villes là, qui ont beaucoup d'étudiants, mais ils vont être dans une population un peu plus grande, là, comme à Montréal, Ouais. Toronto. Fait qu'est-ce que ça amène d'unique, le fait que nous autres, là, je veux dire, il y a une personne sur 4 qu'on croise dans la rue, là, minimum, qui est un étudiant, tu sais? Ben, c'est la proportion. La proportion est très importante. Donc, chez nous, c'est plus en proportion d'étudiants qui sont ici à Sherbrooke. Puis les opportunités. Fait que là, les opportunités, Les opportunités. ça nous appartient. OK? Puis ça, c'est quelque chose qui est une responsabilité collective. Donc, l'opportunité, c'est comment intégrer ces étudiants-là dans notre tissu social, comment les intégrer dans nos entreprises, dans nos OBNL, donc dans la société ici. Et une des forces qu'on a dans la région aussi, c'est que, et c'est vrai pour Bishop, c'est vrai pour Sherbrooke aussi, on a beaucoup de l'Université de Sherbrooke, on a beaucoup de stages ou de placements ou on appelle ça des internships chez nous, donc ou de l'apprentissage expérientiel. Je ne vais pas rentrer dans le jargon, mais Oh! essentiellement, ce que ça veut dire, c'est des opportunités d'aller sur le terrain, de travailler avec les gens localement, Ouais. et pour nos étudiants d'apprendre de ça, mais également pour les gens d'aller chercher de l'expertise. À titre d'exemple, des choses qui sont tout petites, mais qui ont un gros impact. On a de nos étudiants qui vont aller faire un stage ou une intervention dans des petits commerces. Donc, un petit commerce, Ouais. quelqu'un a une petite boutique, propriétaire unique, et là, on va envoyer un étudiant qui va faire un plan de marketing, par exemple. Donc, ça apporte quelque chose d'assez extraordinaire au propriétaire de cette boutique-là. Puis pour notre étudiant, ben là, c'est le vrai monde. Ben, Donc c'est là, concret, là. C'est tu le fun, passes, là. C'est ben pas juste oui, un travail de 30 pages que tu remets à ton prof, là. C'est ben, pas un essai, là. c'est ça. Fait que là, tu passes de la théorie en salle de classe à la pratique dans le vrai monde. Je te dirais que ça transforme la perspective de nos étudiants parce que là, ils reviennent en classe, puis Mhm. là, ils comprennent c'est quoi les enjeux. Ils apprennent de façon beaucoup plus intelligente parce qu'ils peuvent relier ça à leur expérience sur le terrain. Fait que c'est gagnant-gagnant. Mais ça, il faut qu'on apprenne à le développer encore plus dans la région. Il y a vraiment plein d'opportunités de maillage et c'est quelque chose qu'on recherche. Puis pas juste dans les secteurs de pointe, dans la recherche fondamentale, tout ça. C'est à tous les niveaux. Par exemple, à l'université, on a lancé notre premier programme doctoral cette année, Ah dans la ouais? dernière année académique. Quel, Euh, quel programme? Doctorat en psychologie clinique, donc OK. pour que nos étudiants puissent devenir des membres de l'Ordre des psychologues. Mhm. Et on a créé une clinique et on reçoit sur le campus, on offre des services de psychologie à la Ah ouais, communauté. OK. Et donc, ça donne accès à des services qui sont difficiles à atteindre. Donc, nous, ça nous permet d'assurer une meilleure formation de nos étudiants, mais de servir à la communauté aussi. Puis les universités, c'est ça. Hein? Nous, on est au service de nos étudiants, mais on est au service de la communauté. Ultimement, Ouais. on veut améliorer les opportunités pour l'ensemble de la société. Puis ça, c'est un super bon exemple parce que, tu sais, bon, la psychologie à distance par Teams, là, ça existe, mais tu sais, c'est généralement plutôt en personne. Ouais, Donc, là, on le voit que ça bénéficie nécessairement à des gens qui peuvent se déplacer. ouais, Et c'est quelque chose qui est difficile, là, accéder à des services de psychologie. Donc, d'avoir ça, c'est un vrai plus pour la communauté. Puis, moi, j'ai eu un exemple aussi. Il y a les Serres Saint-Élie qui sont une entreprise tu sais, bien ben oui. établie, bien connue à Sherbrooke, qui avait besoin d'agrandir, de faire une nouvelle serre de production de plantes de fleurs. Puis qui ont fait un partenariat avec l'Université de Sherbrooke pour que ce soit plus éco-énergétique, plus efficace, qu'il y ait moins besoin de personnel. Puis, tu sais, fait que ça, c'est vraiment concret. Puis, je suis contente que ce soit ça que tu apportes parce que moi, j'ai étudié à l'Université Laval. Bon, toi, tu as étudié à l'Université d'Ottawa. Puis, ça nous donne un autre regard après ça, hein, quand on arrive ici. Puis, je suis pas certaine que les gens réalisent à quel point ce qui distingue beaucoup le monde étudiant, je trouve, à Sherbrooke, c'est le fait qu'on est vraiment dans le concret. Ouais. Tu sais, c'est les stages coop, peu importe, là, tu sais, tous les exemples que tu as donnés au niveau de la création des entreprises, le soutien aux entreprises locales et tout ça, ça, c'est pas
c'est pas vrai que c'est dans tout le monde universitaire que c'est de même. Puis je dis universitaire, mais aussi au niveau collégial, dans nos institutions d'enseignement collégial, on le sent. Fait que vraiment, on est dans le concret, on est dans le pratique, alors qu'il y a plein d'universités que les gens disent qu'ils sont dans leur tour d'ivoire. C'est ça. Moi, je vois pas. C'est sûr que des fois, on parle de la colline de l'Université de Sherbrooke ou un peu, tu sais, le campus aussi de l'Université Bishop. Tu sais, c'est tellement un sentiment d'appartenance fort que des fois, on arrive là puis on se sent un peu étranger. Mais c'est différent. Tu sais, c'est juste parce qu'il y a un très grand sentiment d'appartenance. Mais les gens sont vraiment ancrés dans le concret. Ils apprennent de quoi puis ils le mettent en œuvre directement là, après ça sur le terrain. Puis ça vient effectivement de la taille, je pense, de la ville. Tu sais, la collaboration, le lien qu'on a, toi et moi, la fréquence de nos Ouais. rencontres, Ouais. moi, je me suis rendu compte que c'est vraiment pas dans toutes les villes que c'est de même. Tu sais, le fait Ouais. qu'on se connaisse, qu'on se voit régulièrement, qu'on peut échanger directement sur nos enjeux, c'est pas dans toutes les villes. Mais je sais pas, toi, t'as sûrement plus observé avec tes collègues qui sont recteurs ou dans le réseau universitaire. C'est assez Est-ce que unique. c'est ça, hein? C'est assez unique qu'est-ce qu'on a ici. Puis je te dirais, la grande différence, c'est qu'on travaille en collaboration. Mmh. Puis, petite parenthèse, soit dit en passant, on aime ça que le monde vienne sur le campus. Ouais. Donc, c'est la même chose à l'Université de Sherbrooke également. C'est bon que tu le Donc, dises ça, tu sais, oui, pour que c'est vrai que je trouve ça le fun que tu invites les gens à aller visiter parce que ouais. pour moi, c'est une des attractions touristiques les plus sous-estimées de Sherbrooke, là. Juste aller faire une balade sur le campus de l'Université Bishop, c'est un coup de cœur garanti. Surtout la petite chapelle Ouais, qui oui, est pas loin des bureaux du rectorat, là, qui est ouais, souvent ouverte au public. ouais. Fait que, avis aux personnes qui nous écoutent, là, dans les attractions touristiques, il y a le campus de l'Université Bishop. Mais c'est Puis ça. pas seulement ça aussi, on fait, par exemple, on a beaucoup de spectacles qu'on Ouais. organise qui sont ouverts au public, puis on aime vraiment ça, recevoir les gens. On a un circuit, un des rares circuits canadiens qui est homologué par la Fédération internationale du ski alpin pour Ski de fond. du ski de fond, oui. Ski alpin, ça serait petit comme colline, Ouais. mais qui est ouvert au grand public, donc ils peuvent venir. Ah Notre ouais. circuit de ski de fond sur le campus, on a un golf, etc. On aime ça, recevoir les C'est gens, cool. puis c'est la même chose à l'Université de Sherbrooke. Mais je parlais de la collaboration. Tu donnais l'exemple des serres. Par exemple, on a eu un gros projet de recherche en collaboration Bishop et Sherbrooke sur la production en serre de petits fruits. Donc, OK. pour s'assurer qu'au Québec puis au Canada, on puisse avoir des petits fruits à longueur d'année qui sont produits chez nous, qu'on n'importe pas de la Californie, etc. Donc, ce type de collaboration-là est très forte aussi. Puis je te dirais que c'est à l'image de la collaboration qu'on a en toutes les institutions d'enseignement supérieur. À Sherbrooke, ça marche, puis on est vraiment mis de l'avant comme l'exemple à suivre en termes de collaboration. Ben, puis d'ailleurs, tu sais, les gens doivent se dire il doit exister une petite compétition entre l'Université de Sherbrooke et l'Université Bishop. Moi, j'ai été vraiment surprise d'apprendre que tu sièges sur le conseil d'administration. Tu as un siège réservé en tant que principal de Bishop sur le conseil d'administration de l'Université de Sherbrooke et vice-versa. Fait que, elle existe-tu, cette compétition-là, cette concurrence-là entre l'Université de Sherbrooke et l'Université Bishop ou... Ben, tu sais, honnêtement, nous autres, on se considère vraiment pas comme des concurrents, on se considère comme des partenaires, puis on considère qu'il y a pas d c'est de l'énergie perdue de commencer à compétitionner l'un contre l'autre. On fait chacun de façon extraordinaire dans nos domaines avec notre caractère unique. Puis pour moi, là, on vient d'introduire à notre conseil d'administration Jean-Pierre Perrault, qui vient Ah d'être, oui, ben oui. élu recteur de l'Université de Sherbrooke. Fait que Jean-Pierre et moi, je crois qu'on a vraiment la même vision là-dessus. Ce qui est important pour les étudiants, c'est qu'ils soient au bon endroit où est-ce qu'ils vont vraiment pouvoir se développer, puis gagner en confiance, puis devenir des citoyens engagés. Ben, on offre chacun un modèle qui est différent, qui va répondre à différents profils. Puis, au-delà de ça, en collaborant ensemble, ben, on réussit à offrir des expériences qui sont beaucoup plus riches à nos étudiants. Donc, Parce que on tu se peux voit. même être diplômé des deux, hein? Il y a des parcours qui te permettent d'avoir Il y a des parcours où est-ce qu'il y a une partie la du double cursus, c'est ça, diplomation. ouais. Fait que c'est pas une double diplomation à proprement OK. parler, mais où est-ce que, oui, en effet, on partage une partie de la formation.
ou des opportunités de stage ou ainsi de suite. Donc, il y a vraiment beaucoup de collaborations qui existent, puis les deux institutions, on est vraiment engagés là-dedans. Mais plus que ça, à Sherbrooke, on a ce qu'on appelle le PRES. OK, donc, c'est un Ouais, beau nom, ouais. là, c'est le pôle régional de l'enseignement supérieur de l'Estrie, qui est une toute petite organisation, mais essentiellement qui fédère les deux universités, les deux cégeps et puis le collégial privé, le séminaire. Puis le cégep de Granby s'est joint aussi Ah au ouais. presse, oui. Et on collabore ensemble pour faire des projets de collaboration, que nos profs travaillent ensemble, qu'on s'assure d'un continuum de formation. Fait que ça veut dire, par exemple, que quelqu'un qui va au cégep, puis dans un programme, puis qui veut poursuivre à l'université, on va faire un deck back. Donc, il va avoir une partie de sa formation au cégep qui va être reconnue à l'université pour faciliter le passage à l'université. Donc, il y a vraiment une collaboration étroite. Un autre exemple, c'est pour l'appui à nos étudiants autochtones. Ah oui, ben ça, vous êtes vraiment fort, là, à l'Université Bishop, là-dessus, dans la Mais région, parce il y a pas de réserve autochtone, tu non, sais, dans la région. Fait que ça fait quand même un défi supplémentaire parce qu'il y a quand même des personnes qui sont d'origine autochtone, dans notre région, mais c'est moins visible, c'est moins là. Puis vous, vous avez vraiment comme embrassé cette cause-là, là. Tu sais, ouais. vous venez d'ailleurs d'ouvrir un pavillon. En tout cas, je sais pas si c'était là que tu nous amenais, mais Ben, je peux en parler. On ouais. en est super fiers. Donc, c'est en fait un pavillon historique là, qui a été construit au début des années 1890 et qu'on a complètement rénové et qui s'appelle maintenant Quigwamna, qui est en Abénaki, puis qui veut dire notre maison et la maison à tous. Donc, c'est vraiment un lieu où on concentre les services pour nos étudiants autochtones, mais également un lieu de rencontre où l'ensemble de notre communauté peut se rencontrer, apprendre à mieux se connaître, donc autochtones, non autochtones, puis bâtir des relations, puis bâtir pour l'avenir. Mais Quigwamna, c'est sur notre campus, c'est une initiative qu'on a menée, mais dans le fond, pour nous, ce qui est important là-dedans, c'est qu'on collabore, on travaille avec tous les partenaires, toutes les institutions d'enseignement supérieur pour partager les bonnes pratiques, partager les ressources, partager les initiatives pour offrir les meilleurs services possibles. Puis ça répond à une réalité, c'est que les Autochtones, le taux de fréquentation d'enseignement supérieur est moins élevé que les autres segments de la population québécoise. Puis ça, c'est une responsabilité qui nous appartient Mmh. à tous. Comment est-ce qu'on fait pour leur donner les mêmes chances qu'à tout le monde? Ben ouais. Ah, mais ça, c'est un engagement qui mérite d'être souligné d'ailleurs. Bravo vraiment pour ce que vous faites, dans ce domaine-là. Je t'amène ailleurs. Oui, Tantôt, avant là, qu'on débute l'enregistrement, je te parlais du sentiment anti-étudiant. Parce que ça, c'est drôle. Les gens qui viennent pas de Sherbrooke, ils ont bien de la misère à croire que ça existe. Tu sais, que du monde dans une ville étudiante comme Sherbrooke qui sont anti-étudiants, mais on le sent beaucoup, surtout à la rentrée scolaire puis à la fin de l'année. Mais moi, je n'entends plus parler autour du campus principal de l'Université de Sherbrooke. Mais c'est-tu présent, ça, à Lennoxville ou, tu sais, est-ce que toi, t'es en contact des fois avec ça, l'espèce de sentiment, un peu anti-étudiant qu'on pourrait ressentir à Sherbrooke? bien, je te dirais, je me sens assez bien placé pour en parler parce que ça fait près d'une trentaine d'années que j'habite à Lennoxville. Donc, je connais bien la communauté. Puis, euh, je dirais que historiquement, l'université est peut-être moins efficace à introduire un sentiment de responsabilité auprès de ses étudiants. Donc, on a une responsabilité Mmh. sociale. Il faut s'assurer qu'on soit des bons voisins, C'est en ça, d'autres termes. une bonne Le voisinage. cohabitation. Exact, un bon voisinage, ouais. C'est ça. Fait que, tu sais, c'est assez simple, là. Puis, je te dirais, depuis au moins une vingtaine d'années, c'est une priorité pour l'université. Il y a beaucoup, beaucoup de travail qui a été fait là-dessus et ça se passe bien. Donc, des fois, il y a des petits débordements, là, pour tous ceux qui ont des jeunes qui ont 19, 20 ans, ben, des fois, il y a des décisions un petit Ouais. peu moins avisées qu'ils peuvent Oui, prendre. oui, ça peut Mais puis arriver. on a tous passé par là, hein. On a tous eu Ben, c'est cet ça, âge-là. on a le droit Bon, d'avoir, fait qu'il que jeunesse se vive, là, après ça, effectivement. faut le comprendre, ça, puis il faut être tolérant dans la vie, là. Mais cela étant dit, on a quand même une responsabilité comme université Mmh. de s'assurer qu'on inculque à nos étudiants une responsabilité de bon voisinage. Puis ça se passe quand même très bien à Lennoxville. Ça veut pas Ouais. dire que jamais, jamais, mais ça se passe très bien. C'est sûr qu'on a l'avantage d'avoir un très beau campus qui est
juste à côté des quartiers résidentiels, mais qui est un petit peu séparé. Donc, il y a beaucoup d'événements qu'on fait sur le campus, puis Mhm. des événements qui pourraient plus déranger. Mais il y a vraiment un sentiment de façon générale, moi, ce que je ressens là, en tant que résident de Lennoxville, de l'arrondissement, c'est qu'il y a vraiment une appréciation de la part de la communauté pour l'apport de nos étudiants à la vitalité de l'arrondissement, puis Parce ainsi de suite. que c'est vrai qu'on dit que Sherbrooke est la ville étudiante par excellence, mais avant la fusion de Lennoxville à Sherbrooke, sûrement que Lennoxville nous clenchait là, en termes de ratio. Parce que, tu Ouais. sais, on dit que c'est une petite université, tu sais, 2600 étudiants et étudiantes, mais la population de Lennoxville, là, on est, tu sais, Écoute, on est avec les ça devait être étudiants. la moitié, ça, quasiment, Oui, là. c'est ça, c'est environ la moitié. Puis on rajoute à ça les étudiants de Champlain, Ah ouais, en c'est quand plus. même pas mal. Parce que le Puis, campus du Cégep Champlain, pour ceux qui ne savent ouais. pas, c'est sur le campus de l'Université Bishop. Ouais, puis ça, c'est une autre belle histoire, Ouais, hein, c'est spécial. parce qu'on essentiellement, on partage des locaux. Donc, ils viennent dans nos locaux de classe, dans nos laboratoires, Mmh. etc. Puis pour nous, c'est seconde nature. Ça fait partie du continuum de formation. Puis il faut soutenir les opportunités pour l'ensemble des études. Donc, Ouais. en faisant ça, ben, ça permet de mieux gérer les ressources puis s'assurer que, bien honnêtement, les étudiants du Cégep Champlain Ben oui. ont des installations de premier ordre là, qu'à peu près aucun autre cégep peut Ben, avoir c'est parce sûr. qu'ils ont les mêmes installations que nos étudiants. Puis il y a un point que ça me fait penser, là, qui est vraiment unique à Sherbrooke aussi, c'est que c'est une des très rares villes où est-ce que quelqu'un qui arrive ici peut faire éduquer ses enfants en anglais et en français, du préscolaire jusqu'à l'universitaire. Ouais, effectivement. Ça, c'est puis on le disait aussi pour la musique, mais ça, c'est un autre, c'est un autre domaine. Mais tu sais, on peut aller au primaire, secondaire, cégep, université en musique et effectivement, on peut faire tout ce parcours-là dans tous les domaines ou à peu près, Ouais, en français ou en anglais, dans la même ville. Fait que ça, c'est c'est une toute grosse une richesse. richesse. Ouais. Et là, mettons qu'on conclut sur qu'on s'adresse là à des étudiants et étudiantes qui viennent d'arriver à Sherbrooke, là, puis que là, on va faire un peu nos je sais pas comment je dirais ça, là, comme on va adopter une attitude vaguement paternaliste, mais bienveillante pour leur donner des bons conseils à ces jeunes. Ben, qu'est-ce qu'on dirait à ces jeunes qui arrivent à Sherbrooke, qui sont peut-être au début de leur parcours ou bien qu'il leur reste peu de temps, là? Conseils pour les jeunes étudiants et étudiantes de Sherbrooke, de la part du principal de Bishop. Impliquez-vous. Donc, allez à la rencontre des gens, puis il y a plein d'opportunités de s'impliquer à Sherbrooke. Il y a plein d'organismes communautaires, par exemple, il y a des opportunités de stage, etc. Donc, ça, c'est t'apprends à connaître la fibre là, d'une ville en vivant ces expériences-là. Puis d'aller se promener sur le territoire. Il y a plein Ouais. de. On a une ville qui est extraordinaire, qui est très diversifiée. D'aller se promener. Moi, je dis souvent aux étudiants de Bishop, ben prenez l'autobus, là, puis allez au centre-ville de Sherbrooke, puis découvrez ce centre-ville-là, découvrez la beauté de notre ville, puis les opportunités qu'il y a. Mais de la même manière, puis ça s'adresse à l'ensemble de la population, venez découvrir. On parle Ben ouais. souvent d'un bijou caché à Bishop. Ça m'énerve, c'est Ouais, effrayant, parce que c'est ça. ça devrait pas être caché. Ça devrait être quelque chose qui est Ouais. bien connu de la population. Puis encore une fois, ça nous fait plaisir de recevoir les gens sur le campus. Mais je trouve que c'est un super bon conseil, en fait, parce que souvent, moi, c'est ce que j'aurais voulu leur dire, tu sais, sortez du campus, mais impliquez-vous, je trouve que c'est encore mieux parce que ça te donne un prétexte, finalement, pour, oui, découvrir le territoire, mais découvrir le monde Ouais. aussi, tu sais, de s'impliquer. Il y a toutes sortes d'organismes communautaires sur le territoire, il y a toutes sortes de causes. Ça se peut pas que tu trouves pas quelque chose qui vient rejoindre tes intérêts. Que tu sois dans la protection de la nature, que tu veuilles être dans le milieu culturel, il y a plein de festivals, il y a toutes sortes de choses. Fait que je trouve que c'est un super bon conseil de dire, puis ça me fait penser un peu, là, tu sais, Oui, engagez-vous. c'est ça. Alors, impliquez-vous, profitez-en, puis comme ça, vous allez tirer le maximum de votre séjour à Sherbrooke. Je pense que oui, ça termine bien là-dessus. Merci beaucoup, Sébastien, pour ta participation à la balado.
Comment tu as trouvé l'expérience? Ah, Evelyne, ça a été fantastique, vraiment super agréable, un très bon moment. Puis j'espère que ça va être intéressant et pertinent pour ceux qui vont nous entendre. Merci. Merci tout le monde d'avoir écouté cette balado. Merci à la Boîte de prod pour la production de la balado, une entreprise locale, une entreprise d'ici. Et si ça vous intéresse d'en savoir davantage, vous pouvez aussi écouter nos autres balados. Vous pouvez mettre un pouce si vous avez apprécié, commenter et aussi partager pour que tout le monde puisse bénéficier de ce beau contenu. Merci tout le monde!